Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Hypnose et auto-hypnose. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 56 456 5. EAN 9 782 296 564 565. Michel Larocque. Hypnose et auto-hypnose. Nouvelle édition revue et augmentée. L'Harmattan. Du même auteur chez L'Harmattan. Hypnose, suggestion et autosuggestion, 1993. Volonté et involonté dans la pensée occidentale et orientale, 1994. Approche occidentale du bouddhisme zen, 2003. Esquisse d'une philosophie de l'amour, 2006. La philosophie au lycée, 2007. À la mémoire de Pierre Janet. Avant-propos. L'hypnose n'est pas un fait singulier relevant d'une explication indépendante. Elle est au contraire, indissociable des lois générales du psychisme. Sa nature en est déductible comme une conséquence particulière, laid des prémices qui la fondent. Elle constitue donc un révélateur. L'intérêt d'une réflexion sur l'hypnose est donc d'amorcer une interrogation sur l'essence de la conscience à partir d'un faisceau de données concrètes. La première d'entre elles est l'induction de l'hypnose. Les procédés mis en œuvre pour la produire doivent en révéler l'essence. Tous ont pour but de promouvoir la passivité du sujet. Il faut donc approfondir la nature de l'activité mentale dont la suspension autorise l'hypnose. L'effort crée la conscience en instaurant une distance entre le sujet et la durée vécue, forme générale de ses états mentaux. Il en résulte un clivage de l'être, une objectivation de sa vie psychologique, une spatialisation du temps. La passivité hypnotique abolit ces caractères essentiels de la conscience. Le sujet hypnotisé est un être unifié, coïncident avec son vécu, ignorant, faute de recul, sa temporalité. Si cette hypothèse est exacte, elle doit pouvoir rendre compte des principaux effets de l'hypnose. L'interprétation dans la perspective ainsi définie, des hallucinations positives ou négatives, des modifications fonctionnelles, des régressions, des créations de personnalités fictives, de l'amnésie post-hypnotique devrait avoir valeur de preuve. L'hystérie apparaît comme le terrain privilégié de la suggestion à condition de ne pas confondre l'essence de cette dernière avec l'hétérosuggestion. Or, l'état mental des hystériques reproduit jusqu'à la caricature les traits caractéristiques du vécu hypnotique. Le névrosé obsessionnel, peu suggestible, accuse les traits opposés. L'examen de ces deux structures névrotiques constitue donc une confirmation de la théorie proposée. L'hétérosuggestion n'est qu'un moyen commode pour produire le vécu hypnotique. Mais d'autres procédés tels que l'habitude y parviennent également. Le rapport à autrui n'est donc pas essentiel dans les phénomènes de suggestion. Les explications de l'hypnose par les remous affectifs que suscite la proximité de l'hypnotiseur et de l'hypnotisé en manquent la vraie nature. L'auto-hypnose parvient à produire des effets identiques à ceux de l'hypnose classique. Elle a été constamment utilisée au cours des temps, sous des noms divers, comme outil de paix intérieure. Elle constitue actuellement la trame de la plupart des méthodes de relaxation. Le fond de l'hypnose est un vécu temporel particulier. Le sujet coïncide avec la mobilité de la durée au lieu de s'en forger, à distance, une représentation objective. D'autres expériences partagent ce fond commun avec l'hypnose. Bien que différentes, elles s'en rapprochent cependant comme des espèces diverses au sein du même genre. 1. L'induction de l'hypnose. On assiste actuellement à un renouveau de l'hypnose après des décennies d'éclipse. Parfois cette renaissance des vieilles techniques hypnotiques semble honteuse de son ascendance et se masque sous des noms d'emprunt. Mais il n'est pas besoin de gratter beaucoup le vernis de modernité dont elle s'affuble, pour retrouver sous les apparences les procédés ancestraux de la vieille hypnose.
Ils inspirent l'actuelle sophrologie utilisée dans des domaines très divers allant de l'anesthésie médico-dentaire à la préparation psychologique aux compétitions sportives. Le training autogène est une auto-hypnose ainsi que la méditation transcendantale, qui en représente une version orientalisée. Pourtant, si les procédés sont depuis longtemps connus, si leurs effets et leurs limites sont dans l'ensemble bien recensés, la connaissance théorique de l'hypnose n'a guère progressé. Il faut sans doute imputer en partie cette stagnation à l'impérialisme de la psychanalyse sur les recherches psychologiques pendant une longue période. D'une part, en effet, elle a accaparé à son profit au détriment de l'hypnose la plupart des investigations sur les processus inconscients. Mais d'autre part, c'est elle qui a inspiré bon nombre de tentatives d'interprétation des phénomènes de suggestion. Or, verrons-nous, quelle que soit leur fécondité dans d'autres domaines, les catégories freudiennes ne sont pas appropriées pour déterminer l'essence de l'hypnose. Elles peuvent tout au plus en éclairer certaines manifestations marginales. L'abandon du sujet but des procédés d'induction. Nous nous proposons de partir des faits sans a priori doctrinal. Or, le premier que nous rencontrons est la méthode d'induction de l'hypnose. Les procédés pour la produire ont été codifiés par les premiers expérimentateurs. Ils n'ont guère été modifiés par la suite et comme le note Chertok, les principes n'ont pas changé depuis 80 ans. C'est là un point qui ne semble pas avoir frappé la plupart des théoriciens de l'hypnose. Les explications qu'ils nous proposent du phénomène sont souvent sans lien manifeste avec la technique partout, et toujours utilisées pour le produire. Nous voudrions au contraire partir de ces procédés mêmes, et nous poserons en principe que les moyens pour produire l'hypnose ne sauraient être étrangers aux résultats qu'ils provoquent. En interrogeant convenablement ces moyens, l'essence de l'hypnose peut nous être révélée. Le dénominateur commun des techniques utilisées semble être une consigne de renonciation à l'effort, une invitation à l'abandon. Cela est d'abord manifeste dans les indications relatives à la position physique du candidat à l'hypnose. On sait que celui-ci est généralement couché, ou du moins confortablement installé dans un fauteuil. On lui prescrit de se laisser aller, de se détendre. Cette détente doit être à la fois physique et morale. Le sujet est invité à n'opposer aucune résistance, à faire taire son sens critique, à s'abandonner, bref à dormir. Voici à titre d'exemple les propos que tenait Bernheim à ses patients. Regardez-moi bien et ne songez qu'à dormir. Vous allez sentir une lourdeur dans les paupières, une fatigue dans vos yeux clignotent, ils vont se mouiller, la vue devient confuse, les yeux se ferment. Quelques sujets ferment les yeux et dorment immédiatement. Chez d'autres, je répète, j'accentue davantage, j'ajoute le geste, peu importe la nature du geste. Je place 2 doigts de la main droite devant les yeux de la personne et je l'invite à les fixer. Ou avec les 2 mains je passe plusieurs fois de haut en bas devant ses yeux. Ou bien encore je l'engage à fixer mes yeux et je tâche en même temps de concentrer toute son attention sur l'idée de sommeil. Je dis. Vos paupières se ferment, vous ne pouvez plus les ouvrir. Vous éprouvez une lourdeur dans les bras, dans les jambes, vous ne sentez plus rien, vos mains restent immobiles, vous ne voyez plus rien, le sommeil vient, et j'ajoute d'un ton impérieux, dormez. Souvent ce mot fait pencher la balance, les yeux se ferment, le malade dort. Si le sujet ne ferme pas les yeux ou ne les garde pas fermés, je ne fais pas longtemps prolonger la fixation de ses regards sur les miens ou sur mes doigts. Car il en est qui maintiennent les yeux indéfiniment écarquillés et qui, au lieu de concevoir ainsi l'idée du sommeil, n'ont que celle de fixer avec rigidité. L'occlusion des yeux réussit alors mieux. Au bout de 2 ou 3 minutes, tout au plus, je maintiens les paupières closes, ou bien j'étends les paupières lentement et doucement sur les globes oculaires, les fermant de plus en plus progressivement, imitant ce qui se produit quand le sommeil vient naturellement. Je finis par les maintenir closes tout en continuant la suggestion. Vos paupières sont collées, vous ne pouvez plus les ouvrir. Le besoin de dormir devient de plus en plus profond, vous ne pouvez plus résister. Je baisse graduellement la voix, je répète l'injonction. Dormez, et il est rare que plus de 4 ou 5 minutes se passent sans que le sommeil soit obtenu. C'est le sommeil par suggestion, c'est l'image du sommeil que j'insinue dans le cerveau. Chez quelques-uns, on réussit mieux en procédant avec douceur. Chez d'autres, rebelles à la suggestion douce, il vaut mieux brusquer, parler d'un ton d'autorité pour réprimer la tendance au rire ou la velléité de résistance involontaire que cette manœuvre peut provoquer. Souvent, chez des personnes en apparence réfractaires,
J'ai réussi en maintenant longtemps l'occlusion des yeux, imposant le silence et l'immobilité, parlant continuellement et répétant les mêmes formules. Vous sentez de l'engourdissement, de la torpeur. Les bras et les jambes sont immobiles, voici de la chaleur dans les paupières, le système nerveux se calme, vous n'avez plus de volonté, vos yeux restent fermés, le sommeil vient, etc. Au bout de 8 à 10 minutes de cette suggestion auditive prolongée, je retire mes doigts, les yeux restent clos. Je lève les bras, ils restent en l'air, c'est le sommeil cataleptique. Comme nous l'avons souligné, les procédés n'ont guère changé depuis Bernheim. Tous suggèrent directement ou indirectement l'expérience du sommeil. Et c'est pourquoi les premiers expérimentateurs ont cru pouvoir affirmer que l'hypnose était un sommeil. Telle fut en particulier la thèse soutenue par Liébaud III, pour qui le sommeil hypnotique est de même nature que le sommeil naturel. Pourtant déjà à cette époque on conteste cette assimilation. Bernheim puis Janet soutiennent que l'hypnose et le sommeil sont psychologiquement et physiologiquement très différents. Actuellement, la comparaison des tracés électroencéphalographiques semblerait leur donner raison. Cependant le problème n'est pas résolu, puisque la nature du sommeil reste inconnue. Mais au fond, le débat n'est peut-être pas essentiel. L'important est moins de savoir dans quelle mesure le sujet hypnotisé approche du sommeil, objectivement défini, que de repérer l'attitude de conscience induite chez lui par cette invitation au sommeil. Sous l'effet des suggestions de l'hypnotiseur, le patient réalise l'idée qu'il se fait du sommeil, peu importe pour notre propos que cette idée soit ou non conforme au sommeil authentique. De même, si on suggère à quelqu'un qu'il est un grand capitaine ou un éminent philosophe, la réalisation de la suggestion exprime ses conceptions propres de l'art militaire ou de la philosophie sans cependant lui conférer la compétence en ces domaines. La passivité essence de l'état hypnotique. Or ainsi envisagée dans ses seules résonances subjectives, l'idée de sommeil a une signification claire et universelle, elle implique chez tout la renonciation à l'effort, l'abandon, bref le contraire de la volonté. Et d'ailleurs cette suggestion de sommeil est toujours intégrée dans un contexte qui évoque et cherche à provoquer la passivité. Détente, lourdeur des membres, indifférence à l'égard des stimuli externes, dont la fermeture des yeux est l'expression la plus manifeste, suspension de l'esprit critique et du jugement, etc. Quel que soit l'expérimentateur, l'époque où il vit, l'école à laquelle il se rattache, ses prescriptions d'abandon, par lesquelles il cherche à induire l'état hypnotique chez un patient se retrouvent toujours. Cette consigne de passivité est également soulignée par les théoriciens de l'auto-hypnose. 4. Elle constitue pour la nouvelle école de Nancy la condition absolument nécessaire d'une autosuggestion réussie comme en témoigne le texte suivant de Coué. Tous les matins au réveil et tous les soirs, aussitôt au lit, fermer les yeux et sans chercher à fixer son attention sur ce que l'on dit, prononcer avec les lèvres, assez haut pour entendre ses propres paroles et en comptant sur une cordelette munie de 20 nœuds, la phrase suivante, tous les jours à tout point de vue je vais de mieux en mieux. Les mots à tout point de vue, s'adressant à tout, il est inutile de se faire des autosuggestions particulières. Faire cette autosuggestion d'une façon aussi simple, aussi enfantine, aussi machinale que possible, par conséquent sans le moindre effort. En un mot, la formule doit être répétée sur le ton employé pour réciter les litanies. 5. On remarquera que ce que Coué cherche surtout à éviter, c'est l'effort mental. C'est pour ne pas chercher à fixer son attention, que l'autosuggestion sera prononcée à haute voix avec les lèvres. Et l'utilisation de la cordelette à nœuds répond à la même préoccupation. Éviter d'avoir à faire l'effort de compter. Nous constaterons que cette abolition de l'effort reste exigée dans les méthodes de relaxation actuelles comme le training autogène ou la méditation transcendantale. 6. La consigne de passivité est donc essentielle aussi bien dans l'hétéro-hypnose que dans les diverses techniques d'auto-hypnose. On trouverait une confirmation de cette importance de l'abolition de l'effort en étudiant d'un double point de vue psychologique et physiologique le résultat de ces procédés, l'état hypnotique. Il accomplit la consigne de passivité. Nous n'insisterons pas ici sur la passivité psychologique. Elle est manifeste et signalée par tous les auteurs. C'est ainsi que Pierre Janet souligne que l'hypnose supprime le contrôle des facultés supérieures de synthèse, jugement et critique libérant par là même l'automatisme psychologique. Nous aurons à dégager plus tard les implications de ce constat,
essentiels pour la compréhension de l'hypnose. Notons seulement, pour l'instant, les observations relatives aux conséquences physiologiques de l'hypnose. La plus manifeste semble être la détente musculaire. On l'avait observée depuis longtemps. Dans l'échelle de Davis et Husband, la relaxation physique complète caractérise le degré 5 du premier stade de l'hypnose. L'état hypnoïde Weizenhofer note que, généralement, l'apparence du sujet dès le début de l'hypnose est celle d'une personne endormie. La plupart du temps, la relaxation est si complète que le sujet s'effondre sur le sol comme s'il s'évanouissait. 8. Mais c'est à Schultz que revient le mérite d'avoir montré que la détente musculaire, loin d'être un simple épiphénomène de l'hypnose, en exprimait la nature profonde. Il constate chez tout patient hypnotisé une diminution de tonus résiduel et une augmentation du calibre des vaisseaux sanguins périphériques. Schultz montre que cette détente musculaire et vasculaire n'est pas un simple phénomène d'accompagnement de l'hypnose, comme le croyaient les anciennes théories dualistes, mais en révèle le caractère essentiel neuf. Or, une contraction musculaire est le signe de quelque effort puisque la volonté agit sur les muscles. S'il est vrai que la relaxation musculaire exprime l'essence en quelque sorte physiologique de l'hypnose, nous sommes donc en droit de conclure que la passivité est son essence psychologique. Rôle de la fixation. Cependant, une passivité absolue n'introduirait pas à l'hypnose mais au sommeil. Le patient sombrerait alors dans l'inconscience ou du moins dans le rêve. Or, l'hypnose est très différente. Elle réalise en effet une unité mentale, certes aux antipodes d'un système d'idées organisé par le vouloir, mais très loin aussi du vagabondage onirique du sommeil. Sans doute, est-ce pour éviter cette chute dans le sommeil que de nombreux hypnotiseurs associent à la consigne de détente des techniques de fixation de l'attention. Le sujet est invité à se concentrer sur une perception visuelle, un point brillant par exemple, ou auditive. Baudouin distingue ainsi une immobilisation de l'attention par fixation, l'attention étant occupée par une seule sensation, ou par un balancement, tic-tac d'une pendule, répétition rythmée d'une formule, etc. Selon lui, le premier cas se réduit au second puisque l'attention, toujours intermittente, suppose un perpétuel retour vers l'objet. Le balancement serait donc le procédé hypnotique par excellence 10. Sans doute, quelques praticiens n'utilisent pas ces manipulations. C'était le cas de Liébaud qui avait fini par supprimer passe et fascination, et endormait par simple suggestion. Toutefois, même dans ces conditions, l'attention du patient était sollicitée par la parole de son thérapeute. Il semble donc que l'induction de l'hypnose associe toujours à la détente du vouloir, une fixation mentale. Celle-ci semble indispensable pour préserver le patient du sommeil pur et simple. Mais elle est impuissante par elle seule à produire l'hypnose. Une expérience rapportée par Landonz semble le confirmer. L'étude porte sur 148 sujets répartis en 6 groupes. Dans 5 groupes, l'expérience est présentée comme une épreuve d'attention. Dans le 6e groupe, 28 sujets, elle est annoncée comme devant produire l'hypnose. Or, les effets du sommeil nerveux de Brede n'apparaissent que très rarement en réponse à la seule stimulation visuelle, même si les sujets sont avertis des effets escomptés. Ainsi, on ne constate jamais la fermeture involontaire des yeux, fort rarement la catalepsie spontanée. La suggestibilité reste faible. Par contre, dans le groupe 6 où la fixation est présentée comme un moyen de produire l'hypnose, les niveaux de suggestibilité sont très supérieurs à ceux des 5 premiers groupes et comparables aux effets de l'hypnose classique. Sans doute, dans les 5 premiers groupes, les sujets qui croient passer un test d'attention font un effort de volonté et triomphent de la tendance à l'endormissement suscitée par la fatigue d'une longue concentration. Ceux du groupe 6 acceptent au contraire ces effets de la fixation en accord avec la consigne reçue. Ce n'est donc pas directement que la fixation produit l'hypnose mais indirectement en invitant par les sensations produites, à la détente du vouloir. Cette abolition de l'effort reste donc la condition nécessaire d'obtention de l'hypnose, et c'est pourquoi aucun procédé ne réussit contre une volonté tendue. Prenons donc acte de l'unanimité des praticiens. La passivité conditionne l'obtention de l'hypnose et elle est inhérente à l'hypnose réalisée. Cette constatation a une importance capitale. La passivité n'est pas seulement un accompagnement de l'hypnose, mais en exprime la nature fondamentale. Une certaine activité crée une structure mentale qui est un obstacle à l'émergence des phénomènes de suggestion.
Son abolition efface cette structure mentale et autorise l'hypnose. Il faut donc s'interroger sur la nature de cette activité et des effets qu'elle génère. Nous sommes ainsi conduits à analyser la conscience, à mettre en évidence l'effort qui en est la source, à recenser les conséquences de cet effort. Nous obtiendrons ainsi en quelque sorte le négatif de l'état hypnotique dont nous pourrons alors, par opposition, préciser les traits essentiels. 1. L. Chertok, l'hypnose. Ed. Masson et compagnie, 3e édition, Paris 1963, page 140. 2. Chertok, l'hypnose Ibid, pp 137 à 138. 3. D. Barucan, Histoire de l'hypnose en France. PUF, Paris 1967, chap. 3. Paragraphe 5, page 91. 4. Nous n'établirons pas dans la suite de cette étude entre l'hypnose, l'hétérosuggestion et l'autosuggestion de véritables différences de nature. On sait en effet que la plupart des expériences effectuées sous hypnose peuvent être réalisées par suggestion à l'état vigile. D'autre part, nous verrons que le rapport à autrui qui caractérise l'hétérosuggestion n'est pas, en dépit des apparences, essentiel au phénomène. Notre propos est de déterminer un dénominateur commun entre ces trois formes de suggestion habituellement distinguées par la tradition psychologique. 5e Coué, la maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente, Oliven, Paris 1956, page 26. 6 voir chapitre 6. 7 L. Chertok, l'hypnose, 3e partie, page 136. 8 A. Weizenhofer, Hypnose et suggestion, traduit par le Dr J. Métadier, Payot, Paris 1967, chap. 7, page 95. 9 Elles se traduisent chez le patient par une double sensation de pesanteur et de chaleur. Nous verrons comment par une concentration sur ces vécus, un sujet bien entraîné peut réaliser une auto-hypnose. 10 Baudouin, Suggestion et autosuggestion de Lachaud et Nistlé, 6e édition Neuchâtel, Paris 1951, livre 2, 2e part, chap. 3, page 124. 11 Landji 1959, A Study of the Brain Effect, Hypnosis by Visual Fixation, le Journal of Psychology, pp 47, 67, 80. 2. L'effort. Nous parlerons indifféremment d'activité ou d'effort. L'activité se déploie en effet, le plus souvent contre une résistance. Lorsque celle-ci s'intensifie, l'activité est vécue sur le mode de l'effort. Sans doute, dans l'activité triomphante et joyeuse, on aperçoit mal la résistance car elle cède trop vite. À l'inverse, l'activité peut ne pas apparaître lorsqu'au contraire elle est impuissante contre une résistance trop forte. Celui qui se tend pour soulever un poids trop lourd pour lui pour apparaître inerte à un spectateur étranger. Pourtant, dans les deux cas, je fais l'expérience d'un acte dont je suis la cause, qu'il m'appartient de prolonger ou d'abolir, bref, de ma liberté. Or cet acte crée la conscience. La conscience enveloppe un effort. On peut déjà le pressentir en réfléchissant sur quelques expériences banales. Il n'est pas besoin d'une analyse réflexive bien profonde pour éprouver qu'il n'est pas possible d'entendre distinctement sans écouter, de voir clairement sans regarder. La science confirmera et précisera par la suite ce constat banal, en révélant les mécanismes de la vision fovéale et de l'audition. En réalité, un œil immobile est presque un œil aveugle. La clarté de la vision est conditionnée par la mobilité de l'organe, capable de balayer l'objet de manière à précipiter successivement ses divers aspects sur la partie la plus sensible de la rétine, la fovea ou tache jaune. Et de même, le son n'est distinctement perçu que lorsqu'on est capable, tout en l'écoutant, d'en reproduire intérieurement par une activité toute centrifuge les articulations maîtresses. Comment expliquer autrement que nous ne parvenions pas à distinguer nettement la prononciation des mots d'une langue étrangère que nous ignorons? Ainsi la clarté d'une simple perception exprime la très précise corrélation des mouvements que je produis et des variations d'impression éprouvées en fonction de ces mouvements 12. Mais il faut aller plus loin. Non seulement l'effort affine la perception, mais il l'engendre en créant l'objet. C'est ce qu'a montré Mène de Biran. Je n'ai habituellement pas conscience des sensations tactiles produites par les habits que je porte. Par contre, je discrimine avec précision les degrés de dureté et de mollesse des corps que je palpe puisque les variations de sensations sont corrélatives des mouvements que je produis. Le degré variable d'une résistance cédant plus ou moins à la pression des doigts sont pour nous les signes de la dureté,
de l'impénétrabilité ou de la malléabilité des corps. Ces impressions sont des représentations. Elles ne sont pas perçues comme des états purement subjectifs mais référées à un substrat situé dans l'espace, à l'extérieur de nous. Et naïvement, je réalise l'effort conférant le statut de qualité en soi au rapport de mon activité à la résistance qu'elle rencontre. Je crois que c'est en elle-même que la pierre est dure ou la pâte molle. Il faut réfléchir pour comprendre que la dureté en soi, ou la mollesse en soi, sont des non-sens et que les impressions de dureté, de mollesse, d'impénétrabilité des corps enveloppent des degrés d'effort. Ainsi, la palpation me révèle l'objet. Celui-ci est naïvement appréhendé comme une chose. Réalité située dans l'espace, à distance de moi et par conséquent autre que moi. Cette genèse de l'objet est aussi celle de la conscience puisque toute conscience est conscience d'objet 13. Suspendez cette activité et imaginez un sujet disposant d'organes des sens intacts, mais totalement passifs. Il aurait des sensations, mais identifié aux modifications qui l'affectent, il ne les connaîtrait pas. Car la connaissance exige une objectivation et un recul. Or vivre ces vécus, n'est pas les tenir sous son regard. Maine de Biran appelle simplicité native, ce mode de vie où l'être sent sans se savoir sentant comme il vit sans se savoir vivant. Il aurait constitué un premier état du vivant qui a commencé à sentir, à vivre, sans connaître la vie. Dans cet état, l'être n'objective pas son vécu mais coïncide avec lui. Il est parfaitement unifié. L'animal ou le très jeune enfant peuvent nous suggérer dans quelle direction il faut chercher ce type d'existence, prélude à la vie humaine. Pour Maine de Biran, il resterait sous-jacent à la vie consciente et chacun peut le retrouver dès lors que l'effort s'abolit. Il s'agit d'un inconscient normal ou de constitution, soubassement de la vie humaine ordinaire. Ainsi, pour Maine de Biran, une perception consciente procède de deux sources distinctes. D'une part, il faut que l'organe des sens fonctionne, soit impressionné, et que cette impression soit transmise au cerveau. Mais à ce trajet ascendant doit s'articuler un mouvement en quelque sorte descendant, qui n'émane pas de la périphérie du corps, mais de l'exercice du vouloir. Le vivant est donc simple dans l'animalité, double dans l'humanité 14. Or la conscience est toujours séparante, source d'altérité. C'est évident si l'on considère son premier objet, l'objet perceptif. Comme on l'a vu, le sens commun le considère comme une chose, prototype de l'existence en dehors de nous, autre que nous. L'espace constitue le garant de cette extériorité et de cette altérité. La conscience en enveloppe nécessairement l'intuition, puisque l'objet auquel elle se réfère implique toujours mise à distance et séparation. Cette implication de l'espace par la conscience, évidente dans la perception des objets matériels, persiste lorsque nous prenons conscience de notre vie intérieure. En cherchant à la connaître, nous l'objectivons et par là même, nous la projetons dans l'espace. La contamination de la durée vécue par l'étendue, dénoncée par Bergson, ne procède pas d'un accident historique comme il l'a soutenu dans son premier ouvrage. 15. Ce n'est pas parce que l'Homo faber a précédé l'Homo sapiens que nous spatialisons indûment la durée mais en vertu de l'essence même de la conscience qui toujours pose un objet et par conséquent s'en distingue. L'espace est le schème de cette distinction. Notons aussi que la conscience est par nature conflictuelle. En effet, l'objet qu'elle nous révèle c'est initialement l'obstacle qui nous résiste et auquel nous joignons toutes les sensations que cet obstacle nous envoie. Il n'y a pas de solution de continuité entre ce qui s'oppose à moi et ce qui seulement se distingue de moi. L'objet n'est que l'obstacle atténué, intellectualisé et sa neutralité est lourde d'une opposition virtuelle sourdement pressentie 16. Et pourtant, cet autre que moi est aussi mon être propre. L'idéalisme a abondamment montré que dans la sensation je n'atteins pas la chose en soi, mais le phénomène. Or le faisceau d'état de conscience qui le constitue, est une partie de moi-même. Ce n'est que pour une conscience qu'il y a dureté et mollesse, couleur, saveur et son. Dans la perception, je construis un objet extérieur à partir de ces états internes en le projetant dans l'espace. S'il en est ainsi, le sujet n'affronte pas l'objet comme une chose étrangère. L'opposition est interne à la conscience même. Poser que toute conscience est conscience d'objet revient donc à affirmer que toute conscience est clivée, déchirée. La guerre d'où procède sa lumière n'est pas un conflit contre l'extérieur, c'est une guerre intestine. Toute conscience est par essence une conscience malheureuse, car elle témoigne d'une unité brisée. Enfin, la conscience du sujet émerge en même temps que la conscience de l'objet.
Un être englué dans ses impressions manque de recul pour les penser. Il est incapable de dire « je ». C'est le même recul qui engendre la connaissance de la chose et la conscience de lui-même. La spontanéité heureuse ignore l'objet mais s'ignore elle-même. Ainsi, les concepts d'objet, de sujet, d'espace, d'altérité, de clivage intérieur sont corrélatifs. Ils constituent les aspects nécessairement liés d'une même expérience, la naissance de la conscience. Or, puisque celle-ci procède de l'effort, on peut conjecturer que dans l'hypnose, l'être totalement passif se rapproche de la simplicité native définie par Mène de Biran. Il est affecté sans connaître les modifications qu'il subit puisqu'il ne se les oppose pas. Il a des sensations inconscientes. Mais il ne s'agit là que d'une limite théorique. La vie animale comme coïncidence parfaite de l'être avec ses impressions suppose l'abolition totale de l'activité. Cette limite est probablement rarement atteinte par l'homme, même dans les conditions expérimentales adéquates. Elle présente cependant l'intérêt d'indiquer dans quelle direction la vie psychique se modifie à l'occasion des états de suggestion. Confirmation par la physiologie. Cette thèse selon laquelle toute perception consciente enveloppe un effort, et par conséquent un dédoublement de l'être, est confirmée par la physiologie. L'effort agit en général sur les muscles striés. Ils sont, comme l'écrit Jacobson, les lieux de la volonté et de la liberté de l'homme. 17 Or, les investigations électrophysiologiques indiquent que toute perception est accompagnée par une contraction de ces muscles. La conscience que nous prenons d'un son, d'une sensation visuelle, naît d'un double mouvement. Un mouvement centripète de l'organe au cerveau mais également un mouvement inverse centrifuge. Il est clairement établi, écrit Livingstone, que quoi qu'il puisse y contribuer par des impulsions d'origine sensorielle ascendante, le système nerveux central possède un important mécanisme de contrôle sensoriel descendant qui contribue aussi indubitablement au contenu de la perception. 18 On peut mettre en évidence cette action sensorimotrice globale par L'. Expérience suivante. Si un sujet fixe un mot imprimé, en accommodant au-delà de lui, le mot et son sens sont perdus et il voit seulement les caractères imprimés, ceci indépendamment de la simplicité du sens et de la familiarité du mot. 19 Pour retrouver le sens du mot, il faut en quelque sorte le prononcer intérieurement et tendre les muscles oculaires pour accommoder sur lui. Un sujet bien entraîné, qui parvient à déceler ces tensions musculaires et à les éliminer, perd en même temps la perception. Cette dernière implique donc un schème de réponse neuromusculaire hautement orienté. 20 Et ajoute Jacobson, la perception est toujours un effort. 21 L'anatomie apporte d'ailleurs une confirmation à ces expériences. On a découvert qu'un important organe sensoriel, le fuseau neuromusculaire, était contrôlé par le système nerveux central. 22 Mais il faut aller plus loin. L'effort est solidaire non seulement de toute perception consciente, mais aussi de toute image et de toute pensée. On sait qu'au siècle dernier Ribot avait déjà soutenu que l'attention s'accompagnait toujours d'une adaptation motrice. 23 Ces vues ont été récemment confirmées. Jacobson a montré que les muscles oculaires agissent lors de la visualisation imaginaire, de la même façon que lorsque la personne voit l'objet. 24 Plus généralement, on note toujours des contractions musculaires lors d'une activité mentale quelle qu'elle soit. Ces contractions ont fait l'objet de mesures précises par des appareils adéquats. On a pu vérifier que les activités mentales diminuent et vont jusqu'à disparaître avec la décontraction, notamment celle de la musculature de l'œil et de la parole. 25 Ainsi, la physiologie moderne vérifie la pensée de Mène de Biran, qui non seulement affirmait que toute conscience naît de l'effort, mais qui précisait que cet effort est toujours un effort musculaire. On sait que ce second aspect de sa thèse avait été contesté, en particulier par William James. À la lumière des travaux récents de Jacobson, les vues de Mène de Biran apparaissent comme une anticipation géniale. Il semble même que la physiologie moderne accorde à ces tensions musculaires, dans l'acte de penser, une importance au moins égale à celle qui était autrefois dévolue aux mécanismes cérébraux. On a longtemps considéré comme allant de soi l'antériorité de l'activité cérébrale sur les phénomènes musculaires. Ce rapport temporel est actuellement remis en cause. On demande à un sujet de fermer volontairement le poing, et on enregistre simultanément le début de la contraction musculaire et les changements électriques du cortex qui accompagnent le mouvement. D'après la théorie classique,
Le début du changement dans le rythme cérébral devrait précéder l'activité musculaire de la crispation du poing. Mais il n'en est rien, et selon certains observateurs, ce serait au contraire le début de la contraction musculaire qui précéderait celui du changement de rythme bêta. En outre, dès l'ordre de décontraction, le changement de rythme cérébral bêta suivrait le phénomène musculaire. 26 Jacobson, qui a repris ces expériences, note que les relations temporelles ne confirment pas la théorie traditionnelle, qui veut que l'action du cerveau contrôle l'action des groupes musculaires lors d'un acte volontaire. Au contraire, ajoute-t-il, on peut interpréter les résultats comme indiquant que les actions cérébrales et musculaires dans les activités volontaires sont entrecroisées et inséparables dans le temps. 27. En outre, un pattern musculaire spécifique caractérise chaque pensée. Ces patterns, qui affectent principalement la musculature de l'œil et de l'appareil phonatoire, se reproduisent toujours semblables à l'occasion de pensées identiques. Ils peuvent donc être enregistrés et identifiés. Par contre, il n'a pas été possible de déterminer de modèle cérébral correspondant. 28 Ainsi donc, comme l'affirme Jacobson, il serait peut-être naïf de dire « nous pensons avec nos muscles », mais nous avons tort d'affirmer que nous pensons sans eux. 29 Or c'est par un effort de notre volonté que nous mettons ces muscles en branle. L'investigation physiologique confirme donc la thèse de Mendes-Biran, c'est l'effort qui crée la conscience. Il esquisse, comme on l'a vu, au niveau de la tactilité élémentaire, le clivage de la simplicité native et inaugure le face-à-face du sujet et de l'objet. Mais l'achèvement de la perception va accomplir ce processus. C'est ce qu'a montré la psychologie de l'enfant. Perception et décentration. Piaget 30 constate qu'un enfant ne recherche pas un objet disparu à ses yeux avant 9 ou 10 mois, même s'il est à portée de sa main. L'expérimentateur enlève à l'enfant un objet suscitant son intérêt, et le place à faible distance pour qu'il puisse être vu et saisi. L'enfant s'en empare aussitôt. Le psychologue refait l'expérience en interposant un écran entre l'enfant et la chose de telle sorte. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.